Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du jeudi 18 h sur Iggy TV. Vous le savez, comme chaque semaine, c'est la vidéo lore. Donc cette fois-ci, on va parler de les arches fatidiques en gros. Alors, juste avant ça, je tenais à vous rappeler que cette vidéo était disponible en avance, sans publicité et au format MP3 aussi, pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Alors, je le rappelle parce que Tipeee, c'est hyper important. On sait que maintenant, c'est ma seule source de revenus. J'ai arrêté le chômage, etc. Donc, je compte sur vous et c'est grâce à eux que la chaîne peut continuer, vraiment. Vous aussi, si vous avez envie, que je continue à vous faire ce genre de vidéos. Si aussi vous dites, tiens, c'est cool, ça nous évite d'avoir acheté un bouquin à 45 €, eh bien, considérez le fait peut-être de passer 1 ou 2 € par mois sur Tipeee. Eh bien, moi, ça me permet de continuer. Et puis, comme ça, à vous aussi de faire des économies chaque mois. Donc, pensez-y. Alors je sais que ça fait un petit moment que c'est sorti, mais je voulais d'abord présenter en fait tous les personnages. Donc en l'occurrence Angron, parce que sans Angron, sans cette présentation, je pense qu'on ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce deuxième acte en fait de Arc of Omen, qui est justement consacré à Angron, et aussi présenter un petit peu les World Eaters et essayer d'aller un petit peu plus loin que l'image qu'on pouvait avoir sur les World Eaters. Donc si, encore une fois, vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite franchement dans un premier temps à aller regarder et la vidéo sur Angron et aussi celle sur la sérénité dans le massacre. Alors dans cette vidéo, je vais bien sûr donner un petit peu mon avis, essayer de m'imprégner un petit peu de l'histoire, mais je vais aussi vous raconter la façon dont ça se passe et dont ça se déroule, parce que c'est de la nouveauté, hein, c'est ça la richesse, moi c'est ce que j'aime vraiment dans le fluff, hein, vous le savez, c'est quand les choses avancent, et là, on a une avancée, on a des choses qui se passent, on a même un petit élément, moi, qui m'a particulièrement plu, et c'est pour ça que, encore une fois, je vous dis, si on n'a pas compris qui était en gros ce personnage-là, et toute la puissance qu'il pouvait avoir, eh bien ce passage-là, il est un petit peu plus fade, alors que quand on sait tout ça, ce passage-là est vraiment beaucoup plus prenant et épique. L'histoire commence avec un personnage qui est conduit au bûcher, donc son destin va être assez funeste, mais malgré tout, il cherche absolument à convaincre l'inquisitrice avec qui il est, des bien fondés en fait de ses recherches, du côté non hérétique de ses recherches, et il lui dit, écoute, je sais où Angron va frapper, il faut absolument qu'on arrête la machine qui s'appelle l'Orphéon psychique. Vous aurez le temps de savoir ce que c'est plus tard. Et il faut absolument que ça l'arrête parce que ça va attirer Angron qui est le fléau de la galaxie. Et en fait, l'inquisitrice ne l'écoute pas et dit, écoute, ton savoir a été maculé du sceau de l'infamie, donc je ne peux pas t'écouter et je vais continuer parce que je sais que j'ai raison. Je suis guidé par l'empereur et mes actes parleront pour moi. Et Frouch, bien sûr, l'inquisitrice exécute son prisonnier, donc il n'a pas réussi à la convaincre d'arrêter l'Orphéon psychique. Est-ce que sa prophétie va se réaliser ou pas? On va le voir. Alors scène suivante, on se retrouve au milieu d'un vaisseau spatial avec une pièce qui a été complètement ravagée, complètement détruite. Il y a juste un être qui est au milieu de ce carnage. Bien sûr, il s'agit d'Angron. Angron lui-même en fait n'a pas vraiment tout de suite conscience de l'endroit dans lequel il est, parce que quand il assouvit en fait ses pulsions meurtrières, ses pulsions de destruction, eh bien plus rien ne peut l'atteindre. En fait, il est vraiment dans un état second. Et quand il reprend un petit peu conscience, il se dit, ah oui tiens, c'est moi qui ai détruit cette coque de vaisseau. On est directement sur l'extérieur, il se dit mais pourquoi mon vaisseau est-il aussi fragile? Ses parois devraient résister à des tirs d'artillerie navale. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est là où Angron en fait prend conscience de la puissance et il est un petit peu désabusé parce que il a tellement de force que tout lui paraît extrêmement simple. Et il se dit mais ça devrait pas être aussi simple en fait de détruire cette cloison. C'est des cloisons qui sont prévues pour résister au vide. Pourtant j'y arrive avec tellement de facilité et du coup ça le perd un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Il s'envole dans l'espace, donc là s'envoler dans l'espace, vous dites bah tiens comment c'est possible, mais c'est là où on vous dit aussi que Angron a tellement de puissance mentale que la physique n'a pas prise sur lui et que la volonté d'Angron réussit à même supplanter les lois de la physique. Ça c'est assez intéressant parce que ça vous donne vraiment la puissance, encore une fois, du personnage et tout ce que vous pouvez imaginer possible ou impossible justement est complètement balayé par la rage et la force d'Angron. Donc il plie tout à sa volonté. Et Angron s'envole au-dessus de son vaisseau, le Conqueror. Donc vous verrez que tout au long en fait de les arches fatidiques, je trouve qu'il y a vraiment un effort constant pour tout le temps parler des vaisseaux spatiaux, citer leurs classes. Quand vous avez joué à Battlefield Gothic, vous reconnaissez en fait ces classes-là qui ont existé. Et petite parenthèse, je me dis que s'ils font autant d'efforts pour décrire l'univers naval, c'est que forcément, à un moment donné, ça va être utilisé en termes de jeu. En tout cas, c'est le vœu pieux que je peux faire. Donc il voit son cuirassé passer en dessous de lui, il reconnaît en fait son côté déformé. En fait, c'est assez amusant parce que ça lui remet en fait son image à lui. Enfin, s'il se dit tiens, mon vaisseau, il n'est plus aussi pur que ce qu'il était avant, mais moi-même en fait, je suis plus aussi pur que ce que j'étais avant. Donc il a quand même cette conscience-là des choses, il a ces moments en fait de lucidité, mais au final,
tout ça c'est noyé par l'envie de massacrer, l'envie de violence, et il se dit que de toute façon, ça n'a aucune importance. Rien n'a d'importance, la seule chose, c'est le massacre. Offrir du sang à son dieu, offrir des crânes à cornes, et c'est la seule chose qui compte, et il se dit que son vaisseau aussi, peu importe son apparence, il va offrir une belle moisson à son dieu. Alors autour de Conqueror, il y a une armada immense de vaisseaux qui appartiennent au World Eater et à tout ce qui peut être affilié, donc c'est-à-dire des vaisseaux pirates, des renégats, du culte Mechanicus noir aussi, vous voyez, on le remet en avant. Donc ça aussi, ça veut dire que sans doute bientôt, on aura des figurines pour pouvoir les jouer. Bon, je m'écarte un petit peu du côté jeu, mais c'est vrai qu'on sent que le fluff et le lore ici, il est là pour appuyer aussi les sorties qu'il y aura en termes de figurines. Donc on a une immense armada, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les World Eaters, en fait, étaient considérés comme une légion très puissante, mais complètement brisée. Pourquoi? Parce que, en gros, leur chef ne s'occupait pas d'eux. Il y avait juste Karn qui peut-être avait cimenté un petit peu une force autour de lui, mais c'était très peu, et au final, chaque World Eater menait sa propre guerre, et qu'il n'y avait vraiment rien qui pouvait les lier. Et là, en gros, ressent que pour une fois, et c'est la première fois depuis les Résidorus, sa force de World Eater, qu'il ne considère pas vraiment comme sa force, j'aurais pas dû dire sa force, mais les World Eaters sont rassemblés et il sait qu'il n'y a jamais eu autant de puissance réunie au même endroit. Mais alors qu'un autre général aurait été content de ce rassemblement et se serait senti puissant, pour Angron, c'est plus une insulte en fait, parce que ça lui reflète en fait sa faiblesse. Il se dit, si j'ai besoin d'autant de vaisseaux, ça veut dire que je ne suis pas aussi fort que ce que je crois et que je suis faible, parce que je dois pouvoir arriver à tout par moi-même, sans compter sur les autres. Cette vision, elle est vraiment très importante, et au final, de voir tous les World Eaters réunis autour de lui, comme ça le dégoûte. Ça le dégoûte, il n'a pas envie de les attendre, etc. Donc on voit qu'au fur et à mesure, il y a des vaisseaux qui les rejoignent. Alors lui-même ne sait pas comment, il se dit, est-ce que moi-même j'ai fait un appel à un moment donné? Est-ce que c'est Karn qui les a rassemblés? Est-ce que c'est le maître de guerre, donc Abaddon, qui à un moment donné a décidé de rassembler tout le monde? Mais il se dit, peu importe tout ça, j'ai un seul objectif, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est de détruire cette lueur que je vois au loin. Et cette lueur, c'est l'Orphéon psychique. Alors l'Orphéon psychique, en gros, ça a un effet assez négatif, c'est-à-dire qu'il le ressent comme une brûlure. Alors c'est comme si vous regardiez le soleil d'un petit peu trop près, sans que ça vous brûle trop, vous sentez un petit peu sa chaleur, c'est désagréable, vous pouvez pas vraiment trop le regarder, mais malgré tout, c'est une balise et ça l'attire en fait, ça l'attire parce qu'il a envie de détruire cette chose-là. Tout ce que ça représente, parce que en gros, bien sûr, il est inféodé à Khorne. Khorne déteste la sorcellerie, déteste tout ce qui est psychique, et en fait, l'Orphéon psychique, justement, c'est l'incarnation de tout ce qu'il peut détester. Donc Abaddon lui a dit, écoute, je te confie une funeste flotte et tu dois aller me récupérer un artefact. En gros, on n'a rien à faire, et il se dit, quoi qu'il arrive, peu importe, cette balise psychique représente tout ce que je déteste, et l'antithèse de ce que peut représenter Khorne et la pureté de la violence et du massacre, donc je vais aller les détruire, peu importe ce que m'a demandé Abaddon, j'y vais. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que vous savez, moi j'aime bien un petit peu sortir du cadre et me poser des questions et pas être simplement spectateur en fait du lore. Je me demande en fait si Angron est si puissant, s'il recherche en fait la mort au final pour la libération, pourquoi est-ce qu'il ne va pas directement attaquer l'Astronomicon ou alors le palais de l'Empereur, même tout seul en fait? Ce serait assez cohérent avec le personnage, surtout qu'il a échoué en fait. Il a échoué lors de l'Hérésidorus quand il était sur les portes du palais, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, et je pense que ça devrait le hanter un peu plus que ça, alors que là, c'est vraiment l'Orphéon psychique qui le gêne, il ne peut pas le supporter, donc il faut absolument qu'il aille le détruire. Normalement, je pense qu'avec la puissance de l'Astronomicon, ça devrait être encore pire, et qu'il devrait vraiment aller se jeter un petit peu comme un papillon qui serait attiré par la lumière, et peut-être qu'il réussirait, ou peut-être qu'il réussirait pas, mais en tout cas, je pense que ce serait assez logique. Et là, autant accentuer le fait sur l'Orphéon psychique, hormis si ça sous-entend qu'une fois qu'il l'aura détruit, s'il y arrive, on ne sait pas encore, eh bien, peut-être qu'il va se donner comme objectif d'aller encore plus loin, d'aller vers le palais de l'Empereur, mais c'est dommage que depuis autant d'années, en fait, depuis 10 000 ans, il n'ait pas tenté au moins une fois sa chance. Enfin, en tout cas, dites-le moi s'il a tenté sa chance. Donc on revient sur cette armada. Donc cette armada, elle est en train de se renforcer au fur et à mesure. Plus le temps passe, plus il y a des vaisseaux qui sortent du warp pour venir grossir les rangs des World Eaters. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, en gros, lui, il n'en a que en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment détruire seul, sans aide. Donc il se dit, peu importe si les autres sont là ou pas, je ne vais pas attendre beaucoup plus longtemps. Et il ordonne directement la translation warp vers l'Orphéon psychique.
Et pendant ce temps-là, en fait, Angron se fait observer à distance par un culte de Tzeentch qui a déjà en fait une arche fatidique, le Stygian Hearth, et qui a déjà accompli sa mission. Ils ont déjà donné l'artefact à Abaddon, et comme c'était convenu, à partir du moment où eh bien l'artefact a été donné à Abaddon, il y a des éléments de la clé, je vous rappelle, c'est le but de Ark of Omen, c'est de rassembler des éléments, des artefacts pour forger la clé pour Vashtor et Abaddon, et bien la funeste flotte, et donc l'arche fatidique qui a été donnée à cette bande de guerre, aux seigneurs de guerre, eh bien elle est laissée. Ils peuvent bien en faire ce qu'ils veulent. Et forcément, eh bien ils vont commencer à mettre en place leur propre plan. Et ce qui se passe, c'est que comme ils sont inféodés à Tzeentch, ils ont le sentiment que c'est très important pour eux d'aller récupérer leur fion psychique. Parce que leur fion psychique, bien sûr, autant pour Khorne, c'est insupportable et c'est abject, autant pour Tzeentch, c'est un élément qui est délectable et il a envie de se l'approprier. Et leur plan, c'est d'essayer de couper l'herbe sous le pied d'Angron et de réussir à récupérer l'Orphéon psychique ou des éléments qui sont à l'intérieur avant que Angron n'ait tout détruit, parce qu'ils savent bien sûr qu'une fois qu'il sera sur place, il va essayer de tout détruire. Donc ils vont essayer d'y aller avant lui. Alors ils se posent quand même la question, c'est assez intéressant parce qu'on voit à quel point ils peuvent craindre en fait le maître de guerre, parce qu'ils sont plusieurs et ils discutent, ils disent bon, il faut absolument y aller, Tzeentch nous a donné des indications pour y aller, on doit y aller, c'est notre destin. Mais est-ce que du coup ça embêterait pas un petit peu Abaddon, parce qu'il faudrait pas qu'on lui pique son artefact, et lieu de dire mais non mais t'inquiète pas, en fait de toute façon on connaît pas l'artefact d'Abaddon, et ça n'a peut-être aucun rapport avec l'Orphéon psychique, peut-être un élément mais c'est pas l'Orphéon psychique, on en est certain, donc peu importe, t'inquiète, on va essayer de ménager Abaddon. Et ça c'est assez amusant de voir que dans le chaos, même pour de puissants seigneurs qui sont à la tête d'une sinistre flotte, d'une funeste flotte pardon, eh bien ils ont quand même la crainte d'Abaddon, et c'est là où on voit toute la force et la puissance de rassemblement que peut avoir justement Abaddon. Alors maintenant qu'on a vu le côté chaotique, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Imperium. Donc du côté de l'Imperium, vous savez qu'il y a des croisades Indomitus qui ont été lancées par Guilliman. Le principe, c'est un petit peu comme à l'époque de la Grande Croisade, regrouper une quantité colossale de vaisseaux et d'hommes et de matériel, et puis de reconquérir en fait les zones, et surtout de solidifier les acquis, parce qu'il y a des flottes qui sont désignées à avancer et à détruire l'adversité, et il y a des flottes, comme celle dont on va parler là, qui est la flotte Carthus. Son but, c'est de consolider en fait les défenses, c'est-à-dire c'est de passer derrière la première lame et puis vraiment nettoyer toute la résistance qui pourrait encore exister et puis consolider l'influence de l'Imperium dans tous les secteurs qui ont été libérés. Donc à la tête de cette force de croisade, on a le maître de flotte, Trinitus Abcondis, qui reconnaît que cette mission est importante. Après, il ne trouve pas ça très glorieux, parce que évidemment c'est plus glorieux d'aller libérer un monde, plutôt que, une fois que quelqu'un a déjà fait le travail, venir et puis enlever les deux trois petites poussières qui restent, et puis consolider les choses. Mais malgré tout, c'est quelqu'un de très consciencieux, il ne serait pas là sinon, il ne serait pas à cette place sinon, et il sait que si Guilliman a ordonné qu'il fallait consolider les forces et que c'est extrêmement important, tout aussi important que d'aller conquérir de nouvelles zones. Donc il part avec son expédition. Alors petite parenthèse, on nous dit que c'est constitué d'une centaine de vaisseaux. Alors une centaine de vaisseaux, là je me permets, je trouve qu'au final c'est un petit peu faible, et c'est assez rare que dans le lore de 40K, il soit pas dans la surenchère, genre des milliers de kilomètres, bon voilà, des choses incroyables, des tueurs de planètes, etc. Et là, on a juste une centaine de vaisseaux, et au final, je me dis, pour une croisade Indomitus, une centaine de vaisseaux, c'est pas fou, parce qu'une centaine de vaisseaux, au maximum, ça fera, allez, 999 vaisseaux, c'est pas si fou que ça, je trouve, quand on voit l'échelle de l'Imperium, quand on voit la quantité de vaisseaux qu'il peut y avoir sur une seule planète, on peut imaginer qu'il y a plus que 10 croiseurs, vous voyez, sur une seule planète, on peut imaginer qu'il y a au moins une flotte, je sais pas, mais au moins déjà d'une petite centaine. Donc là, que la croisade Indomitus, dans sa globalité, quand elle est lancée, elle fasse une centaine de vaisseaux, là je trouve qu'ils auraient pu dire un millier de vaisseaux. Des milliers de vaisseaux, je pense que ça aurait été, pour une fois, pas trop dans la surenchère, et plutôt cohérent avec le monde de Warhammer 40 000. Donc voilà, là pour une fois qu'ils ont été un petit peu justes, je voulais le souligner. Donc cette flotte, eh bien, une fois qu'elle est partie, elle va se séparer en groupes de combat. Donc il y a différents groupes de combat qui vont chacun aller dans un système pour, eh bien, finir le travail, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que bon, ça n'a pas trop d'importance, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est difficile. C'est pas aussi simple que le pensait Abcondis, parce qu'il y a beaucoup d'adversité, il y a des surprises, il y a un endroit où il pense avoir gagné, et puis quand il pense avoir gagné, il y a une force d'orques qui arrive, une WAG, donc bien sûr, retour à la case départ, destruction inimaginable, etc. Il y a aussi des pièges qui leur sont tendus par l'Alpha Légion et les Night Lords, donc du coup, ils perdent aussi beaucoup de vaisseaux, et au final, au fur et à mesure, eh bien, ce qui
qui est important, c'est que cette force s'effrite et que la flotte Quartus, même pour le maître de flotte, eh bien, il la considère plus ou moins comme maudite. Alors, comme c'est quelqu'un qui ne va pas, enfin, qui est plutôt terre à terre, il va pas considérer que oui, ils sont maudits par les dieux, que faire, mais il se sent en fait dans une passe difficile et il sent qu'il va avoir du mal à accomplir en fait la mission qu'on lui a confiée Guilliman, et ça va jouer aussi un petit peu dans l'histoire globale. Et c'est assez intéressant alors là je dézoome vraiment beaucoup, mais rappelez-vous, la vidéo sur Wächter maîtrise la causalité et les conséquences de beaucoup de choses. Et je viens rajouter un petit peu mon grain de sel, mais je pense que c'est pas impossible du tout que tout ce qui arrive, tous les malheurs qui sont, on va dire, un petit peu plus supérieurs pour cette flotte-là par rapport à d'autres flottes, eh bien ne soient pas les résultantes des machinations de Wächter. Donc on a le maître de flotte qui est un petit peu désemparé, j'exagère un petit peu, mais on sent qu'il est en difficulté, et c'est à ce moment-là qu'une inquisitrice arrive auprès de lui, et lui, tout de suite, il se dit, ça y est, elle est venue pour me juger, l'inquisition trouve que je ne fais pas bien mon travail, que je n'utilise pas comme il se doit toute cette force, toute cette croisade de Domitius, mais à sa grande surprise, en fait, l'inquisitrice lui dit, je suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider, et j'ai besoin en fait de votre aide pour accomplir une mission sacrée. Alors cette inquisitrice, c'est Glory et Magna, donc on n'a pas de visuel, hein. Enfin j'ai pas de visuel à vous montrer, mais faut l'imaginer, voilà, le crâne rasé, pénitente un petit peu, à tel point que même la première fois que l'a vu le maître de flotte, il considérait que c'était simplement quelqu'un qui venait mendier, plus ou moins. Donc bon, après on peut se demander comment elle a pu arriver sur la passerelle, imaginons, mais voilà, vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment humble dans sa façon d'être, dans sa façon de se présenter, mais bien sûr, elle a une volonté de faire, sinon elle ne serait pas bien sûr inquisitrice, et elle vient demander l'aide du maître de flotte pour accomplir en fait une moisson, on peut l'appeler comme ça. Elle a découvert en fait l'Orphéon psychique. Donc l'Orphéon psychique, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de balise qui agit un petit peu comme l'Astronomicon. Alors c'est une balise qui a été découverte sur la planète Malakal Bell, et en fait c'est quelque chose qui était là depuis des années, bien avant l'âge de l'Imperium. Donc là, tout de suite, le maître de flotte se dit « mais attends, c'est dangereux, c'est du savoir impie, il ne faut pas toucher à cette technologie qui ne nous appartient pas ». Alors là, vous vous dites, mais pourquoi il se méfie autant? Eh bien, parce qu'on reparle de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas nommé intelligence artificielle, c'est nommé... Alors, il l'appelle la marque de l'intelligence abominable, IA, vous voyez. Et c'est vrai que c'est sympa parce que, encore une fois, on nous remet de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois qu'on égrène un petit peu des choses comme ça, c'est qu'on a envie que le champ pousse et c'est qu'on a envie que dans la tête des gens, eh ben oui, on se rappelle de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence abominable. Et du coup, bah, ça va revenir bientôt. Et l'Orphéon psychique, un petit peu à l'image de l'Astronomicon, il a besoin de psycheurs pour fonctionner, que ce soit pour l'alimenter comme un carburant, ou que ce soit pour utiliser leur pouvoir pour les amplifier. Et l'inquisitrice, ce qu'elle a besoin tout simplement, c'est aussi de récupérer un maximum de psycheurs. Donc elle va faire appel à la flotte Quartus pour récolter et faire une moisson en fait de psycheurs, donc tous les psycheurs qu'elle va pouvoir les trouver, les envoyer sur Malakal Bell pour pouvoir alimenter l'Orphéon psychique. Alors, il hésite quand même, hein, le maître de flotte Abcondis, il hésite parce qu'il se dit c'est quand même un petit peu hérétique peut-être, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est sûr que l'appareillage va être utilisé à bon escient ou pas? Après, il sait aussi qu'il est dans l'impasse avec sa flotte et que le plus important, le principal, c'est vraiment que la volonté de Guilliman soit accomplie et pacifier toutes les zones qu'il va rencontrer et réussir en fait tout simplement sa mission. Comme il est au bord du précipice et au bord de l'échec, il décide finalement d'aider Magna, ce qui lui permettra sans doute, il en est conscient, d'avancer vraiment avec sa flotte et de remplir la mission qui lui a été donnée par Guilliman. Alors un petit passage qui est assez amusant sur Magna, c'est que pour elle, elle considère que les psycheurs en fait ne sont pas des humains, ce sont simplement des outils qui ont été donnés par l'empereur pour accomplir en fait des choses. Donc il faut les utiliser à bon escient, c'est-à-dire ne pas considérer qu'ils ont des droits, mais juste considérer que c'est de l'outillage en fait, donc un outil qui va permettre d'alimenter une batterie ou de résoudre un conflit ou que sais-je, mais en fait c'est ça le problème pour elle, c'est que l'humanité, elle est un petit peu trop hésitante en fait, donc on sent que c'est une radicale, hein, bien sûr. Elle a envie que, dès qu'on a un psycheur, tout de suite, il est emmené, il est utilisé, il n'est pas considéré en tant qu'humain, et puis voilà, ça alimente les ressources de guerre. Elle est convaincue que si elle a trouvé l'Orphéon psychique, c'est parce qu'elle a raison, et c'est l'empereur qui l'a mis en fait sur son chemin.
l'empereur ou quelqu'un d'autre, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est là plus ou moins sous-jacent. Mais en tout cas, c'est assez incroyable que ce soit elle qui ait trouvé cette machine, et c'est assez incroyable que justement ce soit la personne qui soit le plus détachée en fait des petits cœurs et qui ait envie de les utiliser comme des outils, qui soit la personne qui le découvre. Alors est-ce que c'est encore une fois une machination, ou est-ce que c'est son destin? Eh bien vous le verrez par la suite. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Alors oui, je sais, vous êtes déçus. Enfin, en tout cas, j'espère que vous êtes déçus, que vous avez envie vraiment de savoir la suite. Moi aussi, j'ai envie de vous raconter la suite, mais prenez en considération le fait que, étant donné que ma chaîne est multijeu, je fais beaucoup de choses, je fais pas que du fluff, je peux pas me permettre, j'ai pas le temps, physiquement, de vous faire des vidéos de plusieurs heures toutes les semaines. Ça, c'est juste pas possible. Donc, si vous voulez la suite, eh bien, rendez-vous jeudi prochain à 18 h, ou un petit peu plus tôt, si vous êtes aussi sur Tipeee. Eh bien oui, comme ça, je vous aguiche, mais c'est aussi ma façon de vivre, hein. C'est comme ça que je peux pérenniser la chaîne et continuer à vous faire des vidéos. Donc vraiment, pensez-y, c'est important pour moi. Et puis ça vous aide aussi à avoir la suite. Donc rendez-vous la semaine prochaine, ou plutôt sur Tipeee. Merci vraiment à vous tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça, moi ça me donne de la matière pour en discuter dans les Geek Combat, parce que comme je vous l'ai dit, le fluff c'est quelque chose pour moi qui doit être vivant et qu'on doit s'approprier avec un échange. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui m'offrent qui m'offrent du temps, entre guillemets, en me donnant des passages de bouquins, en m'expliquant des choses que j'ai pas pu lire, parce que j'aurais aimé lire tous les bouquins d'Horus Heresy et tous les bouquins de ce type-là, mais c'est aussi physiquement impossible. Voilà, donc merci aussi à vous pour le travail que vous faites pour moi. Merci à vous.